si on veut être un mouton et puis dans un rail bien défini, ben, on fait ce que tu viens d'expliquer. Ou bien une pomme qu'on achète qui est toute jolie comme ça, qui vient des fois d'Afrique du Sud en plus, alors qu'on en produit, elle n'a plus les nutriments. Il faudra manger 5 fois plus, en tout cas, pour pouvoir avoir les nutriments qu'avait une seule pomme avant. Là, avec l'ortie, on les a tous. Donc, on pourrait être en santé si on n'a plus d'argent, plus rien, ben on peut se nourrir avec des orties, on peut rester en bonne santé. Des orties uniquement? Ouais, c'est génial. Ouais. En plus, c'est super bon, on peut tout faire avec l'ortie. Et l'humanité s'est soignée comme ça pendant des millénaires. Et on a un savoir aujourd'hui, grâce à tous nos ancêtres, qui sont tous là-bas derrière. Et on a un savoir qui est extraordinaire parce que, au tout début, l'humanité a dû faire des essais. On a beaucoup appris aussi grâce aux erreurs. Bonjour Marlène. Bonjour Alizée. Merci Marlène d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Marlène en quelques mots. C'est pas facile de faire court, car Marlène a eu au moins 15 vies différentes au cours de sa vie. Herboriste, bergère, fromagère, accompagnatrice en montagne, olfactothérapeute. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Marlène consacre son temps et son énergie aux plantes sauvages depuis plus de 40 ans. Enfant, Marlène a grandi dans un chalet isolé, sans voiture, sans accès rapide aux soins. Il fallait faire avec les moyens du bord. Pour leur santé, les anciens utilisaient donc ce qu'ils avaient autour d'eux, les plantes, les feuilles, les fleurs, les racines. C'est auprès des anciens et de leur savoir ancestral que Marlène s'est initiée aux plantes sauvages. Elle est l'héritière directe d'une longue tradition orale et elle s'est donnée pour mission de faire perdurer cette tradition qui tend malheureusement à disparaître. Marlène a aussi mêlé son savoir traditionnel avec celui des connaissances actuelles. D'abord autodidacte, elle s'est formée à l'école lyonnaise des plantes médicinales dans les années 80. Aujourd'hui, professionnels et amateurs viennent de toute l'Europe pour profiter de son immense expérience lors de stages en pleine nature, là où elle vit, dans les Alpes suisses. Ce soir, elle a eu la gentillesse de faire le déplacement jusqu'à nos locaux, spécialement pour cette soirée. Marlène, peux-tu me dire en quelques mots en quoi consiste la cueillette de plantes sauvages ? Oh là là, en quelques mots, c'est difficile, il faudrait toute une vie pour l'expliquer. Non, la cueillette sauvage, c'est simplement de connaître les plantes qu'on ramasse et puis d'aller dans des endroits qui sont encore exempts de produits de synthèse et tout ça pour pouvoir soit se soigner, soit se nourrir avec le respect de ce qu'on fait envers soi-même et envers la nature et envers les plantes qu'on cueille. Tout à fait. La question que je peux me poser, que les téléspectateurs peuvent aussi se poser, c'est dans un monde comme ça où les magasins ont tout ce qu'il faut à manger, où les pharmacies ont des plantes sèches, où on a tout ce qu'il faut à portée de main pour se soigner, des médicaments, ce genre de choses. Est-ce que vraiment la cueillette sauvage a encore un intérêt ? Ça dépend de comment on voit la vie. Parce que si on veut être un mouton et puis dans un rail bien défini, ben, on fait ce que tu viens d'expliquer. Et puis si on veut être responsable de sa vie, responsable de sa santé, responsable de la traçabilité de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on ingère, pour savoir reconnaître aussi les perceptions dans notre corps et tout ça, là, ça a vraiment tout son sens. C'est vraiment, je pense, pour tous ceux qui ont une vision de pouvoir être indépendant dans sa pensée, dans son corps, dans sa manière de vivre et d'être autonome le plus possible. Que ce soit soi qui prend la décision, et pas les autres qui prennent les décisions pour nous. Ah oui, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose de cueillir ses propres plantes ou de les trouver comme on les trouve dans le supermarché. Ah là, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a quand même l'agriculture depuis l'après-guerre. Il y a quand même eu des énormes changements. Et puis là, plus on va en avant, plus les vitamines, tout ce qui doit nous nourrir est en train de chuter, quoi. On voit bien qu'une pomme qui était cultivée au début du siècle passé par un petit paysan et tout ça, ce qu'elle contenait au niveau de la nourriture, ou bien une pomme qu'on achète qui est toute jolie comme ça, qui vient des fois d'Afrique du Sud en plus, alors qu'on en produit, elle n'a plus les nutriments. Il faudra manger 5 fois plus, en tout cas, pour pouvoir avoir les nutriments qu'avait une seule pomme avant. Et là, il y a le côté de la qualité nutritive.
que les plantes sauvages, en général, il y a un milieu naturel où dans le sol, il y a encore tout le potentiel, parce qu'on on a oublié le sol, mais c'est quand même là qu'il y a tout qui se passe. C'est notre terre-mère qui transforme avec la magie du soleil, qui appelle la vie et puis qui va faire la photosynthèse et qui va mettre les sucres, les amidons et tout ça. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on regarde juste avec ce qui peut se transformer dans le sol. Et tout ce qu'il y a les mycorhizes, il y a les minéraux, il y a tout encore là. Que l'agriculture intensive, elle a appauvri les sols. Là, on en arrive à un non-sens. Qu'on veut nourrir les gens avec un sol qui est mort. Ça n'a plus lieu d'être. Et puis là, justement, on va rajouter des produits qui ne sont pas forcément en symbiose les uns avec les autres. Et du coup, la qualité du nutriment qui sort de ça, le corps, il ne s'y retrouve pas non plus. Donc après, il y a aussi des manques au niveau corporel et puis qui va créer chez un individu ou un autre pas la même chose. Mais il y a des déficiences là. Tandis qu'une plante... dites sauvages, parce que moi je ne les trouve pas tant sauvages que ça, elles ont plein de choses à nous raconter. Et puis il y a un lien qui est là avec notre corps. La mémoire corporelle, elle est encore là. Et puis là, il y a tous les nutriments. Il y a vraiment... si on parle de l'ortie, parce que l'ortie, on pourrait vivre que avec l'ortie, on a tous les acides aminés qu'on a besoin. Ils y sont tous. Chose qui est rares dans les plantes, il y en a quelques-unes. Là, avec l'ortie, on les a tous. Donc, on pourrait être en santé, si on n'a plus d'argent, plus rien, on peut nourrir avec des orties, on peut rester en bonne santé. Des orties uniquement? Ouais, c'est génial. Ouais. En plus, c'est super bon, on peut tout faire avec l'ortie. Et pour les végétariens, c'est super important. De retrouver les bonnes plantes qui nourrissent et qui maintiennent en santé. Ce qu'on peut faire avec la cueillette sauvage au final. Voilà, c'est ça. C'est la traçabilité du produit, de savoir d'où vient le produit que je mange pour pouvoir savoir c'est quoi, je suis où dans cette chaîne. Parce que c'est toute une chaîne, que ce soit le cultivateur, que ce soit celui qui a du bétail, que ce soit le cueilleur, d'avoir la chaîne pour avoir la traçabilité, comme ça je sais d'où vient. La plante, je sais d'où vient et puis je me sens partie prenante sur cette planète en ayant toutes ces informations-là et puis en allant cueillir ma nourriture, la mélangeant à des bons produits que je sais d'où ils viennent, j'aide des artisans, j'aide justement des cultivateurs qui font attention à ce qu'ils mettent sur leur champ, etc. Et puis, il y a un bout que j'ai fait moi-même, donc je peux être fière de pouvoir faire ça et de participer à tout ce mouvement de bien commun qui est toujours là. Et être beaucoup plus autonome aussi. Et d'être autonome, et puis sa propre responsabilisation à la santé, d'apprendre toujours là. On est là pour s'apprendre. Il y a des choses, il y a des plantes par exemple qui me conviennent moins, qui pourraient te convenir à toi, mais ça c'est en le faisant qu'on va faire. C'est l'expérience qui va amener le savoir. Et l'expérience, c'est le toucher, c'est le goûter, c'est le visuel, c'est tous nos sens, le ressenti aussi. Parce que des fois, en s'asseyant devant une plante, en l'observant, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être justement à ce moment-là, on a besoin de celle-là. Que 3 mois après, on fait la même chose, puis elle nous parle moins. Mais peut-être que notre corps, à ce moment-là, il n'en a pas besoin. Ça, c'est des sensibilités que certains ont beaucoup plus que d'autres, mais qu'on peut développer aussi. Qui s'acquiert par l'expérience. Voilà. L'expérience, de toute façon, elle est bénéfique. Et j'imagine que le but, c'est aussi de nous reconnecter à la nature dans une société où on vit quand même très déconnecté actuellement. Bien sûr. C'est aussi un des grands buts parce que le fait d'aller à l'extérieur, même si on ramasse juste 3 petites plantes pour juste une tisane, c'est pas grave. On a été dehors, on a fait le mouvement. Donc déjà au niveau du corps on a marché, ce qui est bien pour le cœur aussi. Et puis maintenant, il y a vraiment des études au niveau des neurosciences, etc., qui sont bien poussées, où on comprend mieux comment le corps fonctionne. Et les gens qui vivent, les citadins, s'ils vont 1 fois par mois en campagne, en montagne ou dans la forêt, ils tiennent 1 mois beaucoup mieux au niveau psychologique, au niveau nerveux, à tous ces niveaux-là. Maintenant, on a même des preuves scientifiques, vu qu'il en faut pour que le monde le croie. Donc ça, maintenant, c'est bien prouvé. On a vécu des milliers d'années que dans la nature. Donc c'est une évidence qu'on en a besoin. Sans elle, on n'est rien. D'après toi, c'est aussi utile pour la santé ? Bien sûr, bien sûr. L'humanité s'est soignée comme ça pendant des millénaires.
Et on a un savoir aujourd'hui, grâce à tous nos ancêtres, qui sont tous là-bas derrière. Et on a un savoir qui est extraordinaire parce que, au tout début, l'humanité a dû faire des essais. On a beaucoup appris aussi grâce aux erreurs. Parce que quand on voyait quelqu'un qui était malade et puis qui se tordait en quatre par terre, les enfants beaucoup aussi, on a beaucoup appris grâce aux enfants qui s'étaient, par curiosité, ce que moi je faisais aussi quand j'étais petite, de goûter à tout et tout ça, on a appris, oui, il a mangé quoi? Ça, voilà, c'est mauvais, ça, on voit que quand on mange cette plante, on est plus calme, etc. C'est des milliers d'années d'expérience qui sont là. Le savoir ancestral, il est là. Et c'est un savoir oral qui a été transmis dans tous les peuples encore qui sont autonomes dans le monde. On voit qu'ils se soignent tous comme ça. Je ne dis pas que l'industrie pharmaceutique, il faut la décrier, il faut faire la part des choses. Et puis là, alors, elle a aidé dans un sens, et puis elle a été trop loin dans un autre. Donc, il faut vraiment faire la balance. C'est quand qu'on en a vraiment besoin. Et là, on a très peu d'expérience. On a un siècle, un peu plus d'un siècle d'expérience, quoi. C'est pas énorme par rapport à la vie de l'humanité qui est sur des millénaires. Moi, je pense qu'on est tous capables d'éveiller cet instinct qui est encore là, dans une partie de nos cellules, de notre cerveau. Je pense qu'on est tous capables de réveiller ça. Moi, j'ai une chance que ça s'est réveillé très vite de par mes activités. Mais par contre, je suis convaincue, je le vois d'ailleurs avec des gens qui viennent pour la première fois, puis qui tout d'un coup se passionnent, et puis ils veulent apprendre, et puis ils vont faire des expériences et tout ça. Et tout d'un coup, ça se réveille. Cette sensibilité, elle se réveille si on l'appelle. Ça, j'en suis convaincue qu'on est tous capables de ça. C'est ce qui me rassure sur la race humaine, c'est qu'on est capable de retrouver ça. Et donc pour toi, on peut dire que la nature, c'est un peu une herboristerie géante. Ouais, à ciel ouvert. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de plantes que tu Alors, cueilles, que tu conseilles? Alors, il y a une plante, en fait, il y a une plante que des gens comme moi l'adorent, mais que beaucoup de gens décrient qu'ils ne l'aiment pas. Ils l'ont d'ailleurs éliminée dans certains villages. Et ils ont des papillons qui ont disparu, c'est l'ortie. Parce qu'il faut voir qu'il y a tout un contexte qui va avec au niveau du biotope. Si l'ortie est là, c'est qu'elle est en train de nettoyer un sol. Elle vient souvent justement dans des sols où il y a eu un sol nitrité, où il y a eu du bétail. On trouve des orties partout parce qu'elle nettoie le terrain. Faire un jardin où il y a plein d'orties, c'est une terre qui est extraordinaire parce qu'elle a transformé la terre. Et puis là, avec l'ortie, on peut tout faire. On a des problèmes digestifs, tisane d'ortie. On a des problèmes de saignement de nez. On peut sortir avec un pressail, par exemple. On presse les orties, on a un petit peu de jus, on le met dans le nez. C'est hémostatique. Enfin, il y a plein de recettes avec les orties. On peut faire des tissus, on peut tout faire avec l'ortie. Et il y en a partout. Et en plus, c'est un nid de biodiversité. Il y a plein d'insectes, il y a une trentaine d'insectes, si je ne me trompe pas, qui sont inféodés à l'ortie. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres plantes que tu affectionnes particulièrement? Il y en a tellement. Le plantain, ça c'est une de mes chouchous aussi, parce que le plantain, elle a la force et la douceur en même temps. Donc c'est une plante qui peut soigner tellement de choses et on la trouve partout, partout, partout. On lui marche dessus. Elle accepte qu'on lui marche dessus. Mais elle est bonne pour toutes les blessures. Par exemple, en montagne, si on est en sandales, comme moi je suis presque tout le temps, quasiment toujours en sandales, de temps en temps, il y a quand même un petit caillou qu'on rencontre, là, contre un orteil. Un petit cataplasme avec le plantain, ça passe extrêmement vite, ça adoucit et en même temps, ça cicatrise. Si on a des cloques, on froste une feuille de plantain, puis on la met entre la chaussette et le talon, par exemple. Et là, ça soigne et ça empêche, si quelqu'un fait facilement des cloques, de la mettre avant. Comme ça, il n'y a pas de formation de cloques. Puis, par exemple, si on fait un trek, par exemple, on fait le grand trek là, de Compostelle, c'est la chaleur des fois qui fait les cloques. Donc, il fait chaud, etc. Là, ça empêche parce que ça garde la fraîcheur. Donc, ça empêche aussi la formation de cloques. Donc, et puis après, on peut faire du sirop pour la toux, on peut faire plein de choses avec le plantain. Et en plus, la manger. C'est super, du coup. Ouais. Et une autre plante à laquelle tu penses tout de suite ou... Alors là, celle qui me vient comme ça, elle est dans le jardin, c'est la sauge, parce que la sauge, c'est une compagne de vie. On dit bien que qui a de la sauge dans le jardin et qui l'utilise,
ne voit pas le médecin. On peut aussi en faire des pommades. Par exemple, moi, j'ai ma tante chez qui j'étais très souvent quand j'étais petite. Si j'avais mal au cou, elle faisait une tisane, quasiment une décoction de sauge dans du lait, jusqu'à ce que le lait devienne vert. Donc, elle en mettait beaucoup. Le lait devenait vert, donc elle avait du bétail. Donc, on avait le lait directement de la ferme, de vaches qui mangeaient de l'herbe ou du foin, et puis elle faisait la décoction avec ça, puis elle mettait un peu de beurre. Et moi, j'ai un souvenir extraordinaire parce qu'elle rajoutait aussi un peu de miel, donc il y avait un goût qui se mélangeait, puis le beurre adoucissait la gorge et tout ça quand c'était tout un peu pris, et puis ça fait transpirer, et puis là, la guérison, elle est assez rapide. Il faut toujours prendre, l'idéal, si on se soigne naturellement, de toute façon, c'est de prendre vite avec les premiers symptômes avant que ça s'installe, parce que ça peut stopper justement, que ce soit le rhume, la bronchite, les problèmes digestifs et tout ça. Plus on prend tôt, mais mieux c'est. Parce que ça donne tout de suite un peu, c'est comme la clé de la voiture. La voiture, sans la clé, elle ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas la clé qui fait fonctionner la voiture. Là, c'est la même chose. On va donner une clé au corps pour qu'il mette en route le bon système de défense. D'accord. Et est-ce que, par exemple, tu aurais une recette facile à faire contre les rhumatismes, par exemple? Alors, contre les rhumatismes, d'aller dans un champ d'ortie sans pantalon. Une recette moins douloureuse. Un baume à l'ortie, ça peut être tout à fait adéquat aussi. Alors, par exemple, contre des rhumatismes, moi, je fais beaucoup la crème, la pommade à l'impératoire. C'est une plante qui fait partie de la famille des astéracées, qui pousse surtout en montagne, qui est pour nous, c'est la panacée anti-infectieuse qui existe. Et tout ce qui est infectieux, tout ce qui est rhumatologique, etc., et d'autres choses, elle est hyper efficace. Donc là, je fais une macération avec... Là, je prends beaucoup, on peut prendre la racine, mais aussi les feuilles, de faire dans l'huile d'olive. Là, je fais ça au bain-marie, pour pas que ce soit trop chaud, pour pas que ça abîme les principes actifs et la plante. Et puis, je laisse ça 4 heures, en tout cas au bain-marie, pour que la plante ait le temps de passer ses principes actifs dans l'huile. Et puis après, je laisse 3 semaines les plantes et l'huile d'olive ensemble. Et puis au bout de 3 semaines, je la filtre, et là, je vais transformer en pommade avec de la cire d'abeille. D'accord. Tu la mélanges avec l'huile? Oui, alors de la bonne cire d'abeille, pas de la cire blanche, de la vraie cire d'abeille, parce que la cire d'abeille est aussi, elle soigne aussi. Donc on va retrouver ces principes, on essaie de faire des synergies pour que la somme des parties soit plus que la somme... que la partie séparée. Voilà, exactement. Et puis après, je rajoute souvent une huile essentielle en fonction du besoin. Donc dans l'anti-inflammatoire, par exemple, je prends une huile essentielle qui n'est pas très chère, qui aide à conserver aussi la pommade. Moi, j'aime beaucoup l'eucalyptus citronné, il est tellement puissant au niveau anti-inflammatoire. Donc juste un tout petit peu pour créer la synergie et puis aider à la conservation. Et puis l'odeur est agréable en plus. Donc voilà, j'essaye de voir, de faire des synergies comme ça en fonction des besoins. Ça peut être aussi une autre huile, ou pas. Tout à fait. Et j'imagine qu'avec toute ton expérience, tu dois avoir beaucoup de personnes qui viennent te voir, tes proches par exemple. Est-ce que tu as des histoires particulières à nous raconter à ce sujet? Il y en a plein. Il faudrait qu'il y en ait une qui m'arrive là comme ça, parce que j'ai des copines, dès qu'il y a quelqu'un qui est malade chez elles, c'est « Ah, tu peux me donner un conseil ?» Donc c'est service après-vente. Mais oui, il y a quelqu'un dans ma famille qui avait par exemple un problème, que son médecin commençait à lui proposer une opération à cause d'un problème au niveau hernie discale. Et puis là, avec l'huile de millepertuis, on a des résultats extraordinaires. Alors là, l'huile de millepertuis, par exemple, pour les coups de soleil, etc., je la fais dans l'huile d'olive. Mais pour les disques intervertébraux, pour pouvoir les renourrir, leur donner de nouveau une appétence à être bien souple, là, c'est l'huile de noisette qui est la meilleure, parce que c'est l'huile la plus fine qui existe au niveau des molécules. Et puis du coup, elle va traverser l'épiderme et tout ça, puis elle va aller à l'intérieur. D'accord. Tu la mélanges avec la plante? Oui. Et puis là, je fais là, je la mets au soleil pendant 3 semaines. Alors, j'ai de la chance d'habiter une région qui est bien ensoleillée, donc c'est génial. Parce qu'une région, par exemple, qui est plus froide, il faudrait emballer la nuit pour pas que la préparation refroidisse, puis la remettre, ou bien derrière une vitre.
mais c'est quand même bien le soleil agit, puis l'huile devient rouge. Et puis là, vraiment, une application, cette personne de ma famille l'a fait pendant 2-3 mois. J'ai dit, mais écoute, ça vaut quand même la peine d'essayer, quoi. C'était quelqu'un qui était pas trop ouvert à... Ouvert, oui, mais quand même, une hernie discale. Alors, peut-être qu'elle n'était pas encore très, très grave aussi, parce qu'il y en a des fois, il faut passer par l'opération, point à la ligne. Mais là, cette personne l'a fait régulièrement, il n'y a pas eu d'opération. Ça s'est réglé tout seul en Ça s'est quelques réglé grâce au principe actif des plantes. Et puis, justement, de remettre de l'huile. L'huile, on sait que c'est très important aussi pour le corps, que ce soit pour le cerveau, le corps, la souplesse, etc., de la peau, etc. Et puis, du coup, ça remis en vie tout ça, quoi. Et puis, petit à petit, alors, c'est certainement quelqu'un qui a déjà une aptitude, qui est bénéfique. Son corps a une bonne aptitude, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Ça, c'est aussi... chaque cas est particulier, bien sûr. On ne peut pas faire une généralité. Mais là, ça redonnait la souplesse au disque qui a pu se rétablir. Alors, cette personne a fait aussi attention à sa posture. Bien sûr que ce n'est pas que ça. La posture, de comment il marche, etc. Mais ça a beaucoup aidé. Ça a aidé. Il n'y a pas eu d'opération. Donc, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Marlène. Alors, c'est vrai que pour nous, maintenant, c'est clair que les plantes sont utiles pour la santé. Mais il me semble que c'est aussi utile dans notre assiette. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière de cuisiner les plantes sauvages ? Alors ça, j'adore. Là, moi, j'attends que le printemps. À la fin de l'hiver, j'avoue, je guette les plantes qui sortent. Parce que justement, en plus, les premières plantes, c'est les plantes qui nettoient. Moi, je sais que quand j'étais petite, la soupe aux orties, c'était clair qu'au printemps, on avait ça, quoi. Alors, il y a des régions où ils ajoutent un bout de lard ou un saucisson parce qu'ils en faisaient. Il y en a qui prenaient que l'ortie avec de la polenta ou bien avec... des patates ou bien juste l'ortie toute seule. Mais c'est un truc qui s'est toujours perduré dans les campagnes. Et Dieu merci, parce que c'est vraiment un nettoyeur du sang. Au printemps, c'est génial. Tout ce qui sort au printemps, ça redonne des minéraux, ça redonne des vitamines, et puis ça nettoie le corps. Parce que l'hiver, on mange quand même un petit peu plus... lourd. Un petit peu plus lourd, ouais. Et est-ce que tu dirais qu'avec tout ce qu'on peut ajouter dans les légumes... qu'on cultive actuellement, est-ce qu'à ton avis, les plantes sauvages pourraient être plus intéressantes ou au moins aussi intéressantes que les légumes dans notre assiette ? Alors, je pense que c'est bien de mélanger, parce que si on commence tous à manger que du sauvage, les gens ne sont pas habitués. C'est aussi à savoir, c'est que quand les gens, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais mangé de produits, comme il disait mon papa, brouter le gazon, mais ça peut quand même faire aussi au niveau digestif, ça peut créer un petit peu des désagréments pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, parce qu'il y a souvent beaucoup de tanins, des fois il y a un petit peu, ça peut provoquer une courante, etc. Donc, suivant le type de digestion qu'on a, il faut y aller mollo. Donc, c'est bien de mélanger. Et maintenant, d'ailleurs, il y a plein de restaurants gastro qui ajoutent les plantes au niveau gustatif, au niveau visuel, etc. Il y a énormément. J'ai pas mal donné de cours aussi à des cuisiniers qui font des trucs géniaux. Puis après, ils font leurs essais à eux avec leur savoir-faire qui donnent des trucs absolument merveilleux, quoi, au niveau gustatif. Mais j'imagine qu'on ne peut pas non plus cueillir n'importe quelle plante n'importe où. Est-ce que tu peux un peu nous parler des dangers qu'on peut rencontrer à cueillir nos plantes nous-mêmes, en fait ? Oui. Alors, pardon. C'est super important d'être bien formé et d'être sûr à 100%. Le 90-99%, ça ne marche pas. Il faut vraiment... ça peut marcher parce qu'il y a quand même moins de plantes toxiques dans la nature que des plantes qui sont vraiment dangereuses. Et ça peut même être très intéressant d'apprendre à reconnaître les plantes dangereuses, parce qu'il y en a moins. Mais il faut aussi savoir que si on regarde les statistiques d'empoisonnement, on pense toujours aux champignons, mais en fait, c'est avec les plantes qu'il y a le plus de confusion. Parce que maintenant, c'est devenu quand même aussi un petit peu à la mode, et il y a des gens qui se pensent cueilleurs avant d'avoir vraiment intégré. Et puis là, c'est vraiment, il faut être attentif parce que les accidents, il y a chaque année des accidents, par exemple avec l'ail des ours. Maintenant, on arrive dans la pleine saison de l'ail des ours, qui est une plante fantastique. Mais par contre, elle peut être confondue avec le muguet, avec les feuilles de colchique. Parce que la plupart des gens
quand ils pensent colchique, bah oui, la chanson le dit bien, c'est à la fin de l'été. À la fin de l'été, c'est la fleur qui sort. Elle se fait butiner, elle part en dormance pendant l'hiver. Et puis au printemps, c'est les fleurs et les graines qui vont sortir. Et puis là, les gens qui ne la connaissent pas peuvent la confondre. Justement, l'autre jour, j'ai trouvé la colchique et l'ail des ours l'une à côté de l'autre. Donc j'ai vite fait une photo parce que ça peut être intéressant de les voir les deux l'une à côté de l'autre. Et puis, il y a toujours confusion possible. Et la botanique, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, mais on peut se focaliser sur quelques plantes. Et puis, avec ces plantes-là, on peut déjà faire des choses intéressantes. Donc, c'est vraiment important d'être attentif à plein de détails, de la forme, de l'odeur, du milieu où elle pousse. Parce que là, j'ai vu des gens qui se trompaient avec une plante toxique qui pousse en forêt, avec l'épinard sauvage qui, lui, en généralement, n'est pas en forêt. S'il est en forêt, c'est qu'il y a eu à l'époque un alpage, qu'il y a, par exemple, ou une écurie ou une petite ferme, puis que la forêt s'est refermée, puis qu'il y a encore un peu des plants. Mais c'est extrêmement rare, c'est une plante qui a besoin de lumière. Donc là, ça peut être dangereux. Et est-ce qu'il y a quelques règles de base que tu pourrais expliquer pour un cueilleur débutant? Alors, les règles de base, c'est de ne pas cueillir au bord de la route, bien sûr. Il y a les voitures, mais les sentiers non plus. Hein, les sentiers pédestres, il y a quand même beaucoup de gens qui courent ces sentiers pédestres avec des fois des animaux domestiques qui vont faire leurs besoins. Il y a le renard suit très facilement, les animaux sauvages aussi, suivent très souvent nos sentiers pédestres parce que c'est facile. Plutôt que de faire attention aux branches et tout ça, un sentier pédestre, de prendre ça comme nous, on prend une autoroute en fait, puis après de reprendre le petit sentier où ils veulent aller. Donc là, il y a toutes les défections, les pipis et tout ça, donc c'est pas très... c'est un aromate qu'on peut se passer. Et puis le lieu aussi, parce qu'il y a des plantes par exemple qui nettoient les sols et qui vont prendre tous les déchets du sol qui sont suite à une industrie, par exemple une industrie qui a fini et puis qui avait des mercures, qui avait des métaux lourds et tout ça, et puis qui se ressèment, les plantes colonisent un petit peu le terrain et tout ça. Là, ça peut être extrêmement dangereux parce que les plantes vont être porteuses de ces métaux lourds, donc on va plutôt se faire du mal. Donc d'être très vigilant à où je cueille. Et puis si c'est dans une prairie où il y a du bétail et tout ça, d'être sûr que les paysans ne mettent pas d'engrais. Parce que là aussi, si on passe droit derrière qu'ils ont mis l'engrais, c'est pas tout à fait adéquat non plus. Donc pour toi, c'est les deux règles de base à suivre. Ça, c'est primordial. Et puis après, le respect. Le respect de la plante qu'on trouve. On va pas... Moi, je veux cueillir du thym, par exemple, ou bien du serpolet. Dans la région que je connais, je sais où il y en a et tout ça, donc ça va. Mais une région que je ne connais pas, ou si je suis noviste, eh ben, je ne vais pas cueillir le premier thym. Ouais, super, il y a du thym, puis je cueille tout, puis ouais, super. Non, parce que là, j'empiète. Il faut penser à nos actes, aux effets secondaires de nos actes. Et puis là, l'effet secondaire, c'est que on a tout enlevé les fleurs, il n'y aura pas de graines, les abeilles, elles ne peuvent pas venir, et puis la personne qui était malade, qui connaît le coin, etc., qui en voulait juste un petit peu pour sa tisane, pour vite avant se donner un petit peu côté antiseptique, elle ne l'a pas non plus. Donc c'est vraiment d'être respectueux avec la rencontre, d'aller la chercher. Donc il faut cueillir ce dont on a besoin. Voilà. Si tout le monde respecte ça, eh ben, il n'y aura pas des lois, parce qu'il y a des endroits où il y a des lois qui sont très restrictives. Donc il y a des endroits où il n'y en a pas de loi. Donc d'être conscient de ça, qu'on le fait dans le respect, qu'on cueille juste ce dont on a besoin, comme ça il y en a pour tout le monde. Et comment est-ce qu'un apprenti cueilleur il pourrait trouver toutes ces informations qui sont utiles pour la cueillette et les risques de confusion C'est grâce à vous, parce que vous mettez en place une super formation. Oui, effectivement, Marlène, c'est la surprise ce soir. Donc, en effet, avec Marlène, on va vous proposer un programme de cueillette sauvage pour apprendre à cueillir les plantes sauvages et ensuite les apprêter, donc les cuisiner ou à utiliser leurs bienfaits pour votre santé. Marlène, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, formation en ligne, donc pour moi, c'est une grande première parce que le terrain, c'est quand même bien d'aller avec des gens qui connaissent, avec des professionnels ou bien des... Moi, j'ai beaucoup été avec des anciens, avec les bergers, etc., qui disent « Ouais, tu vois, cette plante, elle pousse là », de connaître son biotope. Et puis là, dans la formation qui va être faite grâce à vous, je vais donner le plus de détails possible pour pouvoir reconnaître la plante, ce qui va être filmé en nature.
et puis de montrer aussi avec quelle plante elle peut être confondue, etc. Parce que tu donneras toutes les informations nécessaires. Tout ce qui est possible, tout ce que je peux le faire, tout ce que je peux, je le donne volontiers. D'accord. Et ensuite, est-ce que tu nous expliqueras aussi, je ne sais pas moi, comment les préparer ou... Bien sûr. Alors, quand il va y avoir les vidéos en externe, ça sera plus de parler de la confusion, de la botanique, de où on l'accueille, de comment on l'accueille, à quoi elle sert. Et puis après, il y en aura une autre pour l'atelier, pour préparer quelque chose. Parce que c'est aussi, ça s'apprend aussi de faire une simple tisane. Et la différence entre les tisanes, les décoctions, une alcoolature, un baume... pourquoi pas un stick à lèvres à base d'une plante qui fait du bien aux lèvres, justement, pendant l'hiver quand il fait froid, pour pas qu'elles gercent, ou de les soigner avec quelque chose, de faire de la cuisine. Donc il y aura plein d'ateliers autour de tout ce qu'on peut faire avec les plantes. Marlène, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous ce soir, pour ce précieux témoignage qui, j'espère, plaira aux gens qui nous écoutent ce soir. Merci de m'avoir invitée, c'était un plaisir.